Ce séminaire n'est pas financé par le gouvernement. C'est financé par des dons privés. Et c'est toujours encourageant de voir des gens qui sont prêts à mettre leur argent où sont leurs convictions. Je crois qu'il y a beaucoup trop de services tels que l'assurance chômage, la santé, l'éducation, qui tombent sous un monopole. Le monopole du gouvernement, qui est le seul producteur de ces services. Pourquoi pas l'ouvrir et avoir de la concurrence? C'est-à-dire, on pourrait avoir la concurrence dans la production des services et notre souci pour les pauvres peut être adressé en donnant des subventions aux pauvres pour qu'ils puissent acheter ces services. Alors, séparer la production, que je voudrais voir privée et concurrentielle, du financement, qui pourrait être en partie gouvernemental. Vous savez, j'aime pas parler de marché comme tel, parce que je crois pas que les marchés existent sans les gouvernements. Chaque marché a besoin de règles. Chaque marché a besoin d'un certain niveau de coercition. Et j'aime pas non plus parler de liberté comme une valeur en soi-même. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas la liberté. Ce que moi je dirais, c'est que je voudrais la liberté de choisir mes maîtres. Et ce que j'essaye de discuter dans mes conférences, c'est comment est-ce qu'on peut avoir un système de gouvernement qui nous permet le choix de quel type de représentant, quel type de contraintes on va choisir. Parce qu'on doit tous vivre sous contraintes, même les libertariens les plus féroces. Le libertarianisme, c'est un petit peu le descendant de la philosophie libérale classique, c'est-à-dire c'est une philosophie qui essentiellement met l'accent sur la liberté individuelle et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire au niveau économique, le libre marché, au niveau politique, un État minimal et le moins de coercition possible, le moins de réglementation, le moins de... finalement, qui laisse le plus d'espace possible aux individus pour faire ce qu'ils veulent et à entretenir des relations volontaires avec d'autres individus. Sur le plan social aussi, évidemment, c'est tout à fait à l'opposé des philosophies qui essaient d'imposer un ordre social ou religieux ou culturel quelconque. Donc, l'idée, c'est que si les individus sont libres à l'intérieur d'un cadre où, évidemment, les droits de propriété et les droits individuels sont protégés, chacun va pouvoir entretenir des relations sur une base volontaire avec d'autres. Et ça va mener à une sorte d'harmonie. Donc, c'est pas de l'anarchie dans le sens où la lutte d'un contre l'autre ou ce qu'on appelle le capitalisme sauvage ou la concurrence sauvage. C'est absolument pas ça. Au contraire, c'est laisser suffisamment d'espace aux individus pour qu'ils entretiennent des relations pacifiques et volontaires avec d'autres individus. Comme j'ai dit, le libertarianisme est un peu le descendant du libéralisme classique, qui est une philosophie qui a été élaborée en gros, 17e, 18e siècle, qui était une réaction, évidemment, aux monarchies très autoritaires de l'époque. Donc, le libéralisme disait, à l'encontre du pouvoir du souverain, il faut augmenter les libertés des individus. Ça s'est développé dans les siècles qui ont suivi pour donner ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une philosophie qui met l'accent sur le libre marché, etc. Sauf que les libertariens au 20e siècle se démarquent un peu des libéraux, parce que le mot libéral aussi a comme changé de définition. Là, aux États-Unis, un liberal aujourd'hui, c'est plutôt finalement, c'est l'inverse. C'est un social-démocrate ou un gauchiste. Et en Europe, on garde encore dans la tradition française, par exemple, libéral veut encore dire ça, mais sauf qu'il y avait beaucoup de confusion. Les Américains, qui étaient des libéraux classiques, ont commencé à s'appeler libertarian, je crois, dans les années 20 ou 30, pour se distinguer des liberals.
Et aussi, la philosophie libertarienne est quand même plus cohérente et radicale, si on veut, que le libéralisme classique, dans le sens de réduction vraiment de l'État, soit à sa plus simple expression, ou même certains libertariens sont en faveur d'une élimination totale de l'État, donc privatiser même les services de défense, de sécurité, de justice. Aujourd'hui, dans une société où l'État dépense, la proportion des dépenses de l'État, c'est à peu près 45 à 50 du PIB. L'État contrôle des secteurs comme l'éducation, la santé. L'État contrôle des tas de choses, réglemente d'autres choses qu'il ne contrôle pas, subventionne presque tout le monde. Il y a une grosse partie de la population qui finalement ne vit que de redistribution d'argent. C'est-à-dire que ces gens-là ne produisent pas sur un libre marché des biens qui sont voulus par d'autres, mais simplement reçoivent de l'argent de l'État, argent évidemment qui a été confisqué à d'autres contribuables. Tout ça, ça veut dire qu'il y a des tas de gens qui vivent carrément aux frais des autres individus. On peut diviser finalement la société en deux. D'un point de vue libertarien, il y a ceux qui produisent, puis il y a ceux qui vivent aux dépens des producteurs, qui sont une sorte de parasites, là, finalement, même si le mot est un peu fort, mais c'est ça que ça veut dire. On ne peut pas être en faveur de la responsabilité individuelle et défendre ce point de vue-là. C'est-à-dire que tous ceux qui vivent aux dépens des autres, ils sont vraiment irresponsables dans le plus pur sens du terme. C'est-à-dire qu'ils ne font rien qui est en demande et ils vivent grâce à la coercition étatique, c'est-à-dire que l'État transfère des richesses d'un groupe vers l'autre. Donc, si on veut promouvoir la liberté et la responsabilité, on ne peut pas accepter cette dépendance-là d'une grosse partie de la population. Les gouvernements, contrairement à la perception qu'on colporte chez nous, là, on vit dans une culture étatiste, nous, au Québec. Là, les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'on est tellement pénétré de cette perspective qu'on la pense naturelle. Mais en réalité, c'est une culture étatiste, c'est-à-dire qui perçoit naïvement l'État comme l'instrument pour maximiser le bien commun. En d'autres termes, là, comme si l'inspiration... Mais ça, c'est une vision, c'est une vue purement... comment dirais-je, c'est une vision parfaitement angélique de l'État. Ça n'a rien à voir avec les gouvernements réels. Puis surtout, c'est que ça n'a rien... Pourquoi est-ce qu'on croit que nos gouvernements, fussent-ils démocratiques, ce qui est déjà un avantage quand même, maximiseraient le bien commun? Les gouvernements ne font rien de ça. Les gouvernements, ils obéissent aux règles du jeu qui les régissent. Hein, c'est-à-dire, puis qu'est-ce que c'est les règles du jeu? C'est le processus électoral. C'est ça qui est sa vertu, justement. Bon. Alors, qu'est-ce que ça prédit, ça? Ça prédit que, d'abord, souvent, on assistera à ce qu'on appelle la dictature de la majorité. Ça veut dire que comme la règle du jeu première, pas la seule, mais la règle du jeu première de la politique, c'est la majorité, ça veut dire qu'un gouvernement qui sait gagner des élections va d'abord viser à privilégier la majorité. Alors la majorité fait des revenus, disons, faibles, relativement à la moyenne. Ça veut dire que les politiques auront pour objet unique de redistribuer la richesse en faveur de cette majorité-là, non pas de maximiser la richesse, non pas d'augmenter la croissance. D'être efficace, c'est pas une considération importante pour un gouvernement. Sa première considération, c'est de redistribuer la richesse à ceux qui l'élisent, c'est-à-dire la majorité. Or ça, dans les faits, c'est comme ça qu'on explique les régimes universels. Hein. C'est comme ça qu'on explique l'espèce de
de prédilection là, que même qu'une majorité, je dis bien, affiche vis-à-vis les monopoles publics de la santé, les monopoles publics de l'éducation, parce que c'est pas de la compassion, c'est pas le souci de partager la richesse qui inspire cette position-là, c'est que la majorité veut se faire payer des services par la minorité qui fait un revenu un peu plus élevé que le sien. C'est ça qu'elle sent. Hein? Donc c'est une gigantesque fourberie d'affirmer que c'est la compassion qui inspire, disons, la santé socialisée et les monopoles publics de l'éducation. Ça n'a rien à voir avec la réalité des choses. Bon, la deuxième dimension, c'est que les gens, donc la majorité, est plutôt apolitique. Hein? C'est-à-dire qu'il existe ce qu'on appelle, nous, en économique, l'ignorance rationnelle. Il serait bête pour chacun d'entre nous d'acquérir beaucoup d'informations sur les politiques, hein, de se renseigner sur l'impact des politiques vis-à-vis nous, à part quelques-unes particulières. Pourquoi? Parce qu'on n'y peut rien. De toute façon, on est un individu qui votons sur X millions, et par conséquent, qu'on soit informé ou pas, qu'on vote bien ou qu'on vote mal, ça ne changera rien au résultat. Donc chacun doit se dire qu'il doit minimiser l'effort qu'il accorde à la compréhension des politiques puis à l'information politique, ce qui est conforme aux faits. Hein. Les gens ne connaissent même pas le nom de leur député très souvent. Puis ils seraient incapables de désigner, de donner, d'expliquer le sens d'une politique pour lui. Puis c'est normal, parce qu'encore une fois, ça coûtera horriblement cher de se renseigner, alors que la contribution qu'il pourrait apporter à la réalisation de ce objectif-là, c'est zéro, c'est rien du tout. Donc les gens sont apathiques, sont apolitisés, les gens ne participent pas à la vie politique parce que ça n'en vaut pas la peine. Mais ça ouvre la voie, ça, à l'intervention des gens qui sont des groupes qui sont stratégiquement placés, les groupes d'intérêt. C'est ça qui explique la domination des groupes d'intérêt. Hein, parce que un organisme qui est déjà en place, disons, le secrétariat de la CSN ou de l'Association des manufacturiers canadiens, ils sont déjà en place, là. De s'adonner à l'activité politique, puis à la propagande, puis à la promotion de leurs intérêts, ça coûte presque rien, hein, parce qu'ils ont déjà un organisme en place. Et par conséquent, ça va vouloir signifier que les décisions politiques vont être dominées par les gens stratégiquement placés, les groupes organisés. Si on regarde les faits objectivement, l'État est une institution coercitive. L'État ne peut rien faire qu'en imposant des choses par la force. Par exemple, quand l'État a un monopole comme Hydro-Québec, si moi je décide de produire et de vendre de l'électricité et que je me situe en dehors du monopole, en bout de ligne, c'est pas juste une question là, de réglementation et de me donner des petits tapes sur les doigts. Je vais aller en prison si je persiste à vouloir faire quelque chose que l'État m'empêche de faire par sa réglementation. Donc, l'État va m'agresser physiquement si je veux offrir un service qu'il préfère, lui, monopoliser. C'est-à-dire que les hommes de l'État ont décidé de monopoliser. Donc, en bout de ligne, tout ce que fait l'État, quand il nous vole la moitié de notre salaire, ben, je m'excuse, mais on ne m'a pas demandé mon avis à ça. Donc, on me vole la moitié de mon salaire. On a beau dire que, démocratiquement, on a élu des gens qui